Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du Commander. On est reparti pour une nouvelle deck tech avec un nouvel invité également. Aujourd'hui, nous accueillons El Nico. Salut Nico, comment vas-tu? Bonjour. Non, bah, ça fait plaisir d'être là, quoi, pour pouvoir parler justement de mon général de cœur. Je suis ravi que tu aies accepté de venir. En premier lieu, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos viewers? Bien sûr, alors moi du coup c'est Elliot, Elliot alias El Nico. Je joue en duel commander depuis on va dire un an. Voilà, j'ai commencé genre août 2019, je dirais. Je jouais déjà un peu à Magic sur Magic Arena, mais jamais en papier, et c'était vraiment occasionnel quoi. Voilà, je me suis lancé en boutique dans le duel commander à la dure, avec un deck de multi, avec un seul ring dedans. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé le duel commander sans connaître la différence entre le multi et le duel commander. De fil en aiguille, en fait, je suis tombé sur des gens super sympas, à savoir les Biquettes. J'ai appris à jouer avec eux. Si on veut parler un peu de mon palmarès au niveau de ce que j'ai pu faire, bah, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai fait un top 1 sur un zap, j'ai fait genre un top 4 sur un trial zap chez les Biquettes, mais sinon, c'est un peu le grand désert au niveau de mon palmarès, donc c'est un peu tristoun à voir, mais franchement, j'espère que je vais pouvoir perfer un petit peu avec ce deck et faire des trucs dans le futur, quoi. Ce que tu ne dis pas, c'est que tu es également le créateur d'un deck assez joli qui était Rograk Tevesh. Rograk est maintenant banni, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce deck justement? Bah oui, enfin, dans le duel commander, elle n'a plus d'intérêt étant donné qu'elle est bannie. C'est bien triste parce que je kiffais bien ce deck, et pour rendre un peu à César ce qui est à César, Oni a fait un gros travail aussi sur la liste et m'a beaucoup aidé pour build le deck, quoi. Il a vraiment lancé des super idées. Et mais sinon, ouais, tous les deux, on est plus ou moins les savants fous qui ont donné naissance à cette paire de partenaires qui a été assez explosive et assez cool dans ce format. En potentiel héritier, il y aurait peut-être Miara qui est une 1-2 pour deux partenaires noirs. En gros, ça serait un Rograk qui coûterait 2 de plus, qui serait pas rouge, qui peut piocher une carte quand il meurt en payant 1. C'est plus cher, c'est pas rouge. Je sais pas si c'est assez fort, mais à voir, à tester. Et malheureusement, oui, comme on l'a dit, le deck est maintenant banni, donc tu es venu avec quoi aujourd'hui? Je viens vous présenter Yogmoth, Tran Physician ou Yogg-Zebul dans sa version française. C'est mon deck de cœur, c'est le premier deck que j'ai monté en papier quand j'ai commencé le Duel Commander. C'est un mono noir, donc c'est une 2/4 pour 4. Elle a 3 lignes de texte. Elle a tout d'abord la protection contre les humains. Donc c'est une ligne qui va être utile contre tout ce qui est Winnie White, donc Isamaru, Talia, ou tous les decks blancs où les humains ils vont être très représentés parmi les créatures. C'est une ligne aussi qui va être utile pour Winota. Donc Winota, déjà le général est humain, et c'est un général où 50% des créatures, on va dire, sont humaines. Et ça peut faire des petits avantages contre certains généraux comme Taskia, Marchesa. Ensuite, la deuxième ligne, qui est probablement la plus importante, c'est que tu peux payer un point de vie, sacrifier une autre créature que tu contrôles, et mettre un marqueur -1/-1 sur une créature et piocher une carte. C'est la ligne la plus intéressante parce que d'une part c'est un deck qui est aristocrate, qui va aimer sacrifier des créatures et qui va en profiter un maximum. C'est une ligne en fait qui va te permettre d'être assez solide face à aggro, parce que tu vas mettre des marqueurs -1/-1. Donc tu vas pouvoir gérer les elfes, tu vas pouvoir gérer les petites bestioles. Et d'une autre part, ça te permet de piocher. Donc c'est un général mono noir qui va être fort contre aggro et qui va piocher un maximum. Tout ça en instant speed. La troisième ligne de texte, tu peux payer 2 mana noirs, te défausser d'une carte et proliférer. Donc c'est une ligne que les gens ont tendance à oublier, mais en fait elle peut faire toutes les différences. Parce que déjà, faut savoir que dans notre deck, on va en parler plus tard, mais on joue beaucoup de créatures qui aiment bien être défaussées pour ensuite se ramener plus tard. La prolifération, c'est une capacité qui est très intéressante, parce que déjà elle fonctionne très bien avec la deuxième capacité qui est de mettre des marqueurs -1/-1, et c'est également une capacité qui va permettre de cheater un petit peu avec les marqueurs +1/+1 qu'on a sur nos créatures, qui va permettre de cheater aussi avec les marqueurs loyauté qu'on a sur nos walkers. C'est une capacité qui est assez toolbox, quoi, qui va permettre de faire plein de trucs différents. Donc voilà pour un peu pour ce qui est du général. Alors personnellement, c'est un deck que je trouve assez esthétique à regarder. J'ai vu plein de games avec Yawgmoth et à chaque fois j'ai constaté que quand il gagnait, c'était pas sur le fil ou sur un malentendu. Non, non, c'est vraiment une victoire écrasante, quoi. Ouais, exactement. En fait,
Je trouve que c'est un deck qui se joue en fait. C'est un deck où tu vas pas forcément avoir beaucoup d'auto-win, mais c'est un deck où tu vas tout le temps avoir des trucs à jouer et tu vas tout le temps avoir des lignes de play différentes qui vont orienter ou pas ta victoire. Et c'est très intéressant à jouer en tout cas. Beaucoup de choix et beaucoup d'options. Alors Yogmoth, c'est un deck du coup, qui va adopter la stratégie aristocrate. C'est un mono noir aristocrate qui va donc utiliser des bêtes qui aiment bien mourir et qui va essayer de profiter un maximum du sacrifice avec des cartes qu'on verra un peu plus tard. Le principe de Yogmoth, en fait, c'est que c'est un deck qui va être plutôt agressif contre les decks contrôle, mais qui va devenir plutôt contrôle contre les decks agressifs, notamment via les différentes capacités que propose la carte. Dans les créatures, en fait, il y a plusieurs catégories. Déjà, il y a les créatures récursives. Elles vont composer un peu la majeure partie du pack, et on va y retrouver les 4 tours 1, Rampeur des tombes, Carcasse des égouts, Vagabond effroyable et Champion sanguinolent. Ce sont 4 de 1 pour 1 qui vont pouvoir revenir sous certaines conditions. Pour ce qui est du Champion sanguinolent, pour moi, c'est le MVP parmi les 4 parce que déjà sa capacité ne coûte que 2. La condition d'avoir attaqué est vraiment simple à activer. Et puis en fait, on va pouvoir le faire revenir plusieurs fois et en instant. Par exemple, on est au tour 6, on a 6 mana. Et puis on va pouvoir attaquer avec le champion, le sacrifier une première fois, payer 2, le faire revenir, puis ensuite le resacrifier, payer 2, le faire revenir, et tout ça 3 fois dans le tour. Et en plus, on peut faire ça avant les blocs. Donc, ce qui va permettre par exemple de fausser les calculs au niveau des blocs pour l'adversaire. Donc mettre plein de marqueurs -1/-1 sur une créature qui bloque Yogmoth pour au final faire un value trade. Dans les autres créatures récursives, on a l'exécration de sang et l'ombre du fort céleste. Ces deux cartes-là, en fait, elles fonctionnent avec les terrains. Ensuite, on a le parasite du rebut et l'enjambeur du malheur. Eux, ils fonctionnent avec l'exil. Le parasite du rebut, c'est une 3-2 pour 2 qui va nous demander d'exiler une créature en payant un mana et un noir. Cette capacité à faire revenir en instant, c'est très important parce que ça va permettre de le faire revenir en fin de tour adverse, par exemple, pour fausser un peu les calculs pendant le tour du méchant. Et l'enjambeur du malheur, lui, c'est différent parce qu'en fait, il s'agit de la capacité escape. Et il a le bon goût de pouvoir sacrifier d'autres créatures pour scry. C'est une excellente carte en fait parce qu'elle fait tout ce que le deck a envie de faire. C'est-à-dire que c'est un très bon sacrifieur qui va permettre de sacrifier nos bêtes pour activer des effets de mort. Il va permettre de scry. C'est toujours important dans un deck qui draw beaucoup de pouvoir scry un peu. Aussi avoir cette capacité de récursion qui est vraiment très intéressante dans ce deck. Comme on aime sacrifier nos bêtes, on aime aussi avoir des bêtes qui reviennent facilement. C'était un peu tout pour les créatures récursives. Pour parler un peu de mes critères en termes de bêtes récursives, j'aime bien qu'elles aient un body qui puisse mettre la pression. On a vu des 2-1 pour 1, des 3-2 pour 2, etc. Donc tout ça, c'est des bodies assez agressifs qui vont permettre de mettre une pression assez constante pour l'adversaire. Ces créatures récursives, pour moi, elles doivent coûter entre 1 et 3 mana pour permettre de curver avec le général. On veut vraiment avoir du board quand le général arrive sur le champ de bataille afin de profiter un maximum de sa capacité de draw. Aussi, ce que je cherche avec ces créatures récursives, c'est qu'elles aient des capacités relativement faciles à activer. Par exemple, on a vu le champion sanguinolent, sa condition pour revenir sur le champ de bataille, elle est assez dérisoire. Elle coûte que 2. Pareil pour le Bloodghast, lui c'est carrément gratuit. Donc on veut vraiment des créatures pas chères qui puissent foutre de l'agression sur le board et avec des capacités de récursion faciles à activer. Donc toutes ces créatures récursives vont évidemment comboter avec le général parce qu'elles vont permettre de draw à répétition et en même temps d'enfoncer plus bactère les decks agressifs. Toutes les petites bêtes en fait vont être punies par la récursion parce qu'on va pouvoir mettre des marqueurs -1/-1 à répétition. En plus, ces créatures récursives, elles se discardent très bien avec la capacité de prolifération de Yogmoth. Il faut savoir que c'est une capacité qu'on va activer plus souvent qu'on pense. Ensuite, dans les autres créatures, on a les créatures qui vont drainer l'adversaire. Les draineurs récursifs, pour moi, ça va être l'artiste de sang, le surineur de Zulaporte, Ayara, et en petit bonus, je mets aussi dans les créatures récursives le bastion du souvenir. C'est pas vraiment une créature, mais c'est vraiment un doublon avec l'artiste de sang et le surineur de Zulaporte. Ces 3 bêtes vont permettre de drainer l'adversaire constamment grâce à la deuxième capacité de Yogmoth. En fait, ces créatures-là vont permettre de mettre une pression constante à l'adversaire. On va jouer beaucoup de petites créatures pas chères,
ainsi que beaucoup de créatures récursives. Il faut savoir que Yawgmoth, c'est un deck qui va pas jouer énormément de cartes avec des gros bodies. Donc quand on va jouer contre aggro qui joue de plus grosses bêtes que nous, et qu'on aura bien tapé en début de game, on aura parfois du mal à passer en fin de partie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir drainer l'adversaire à répétition afin de le terminer à distance. Toutes ces cartes, elles sont très importantes parce qu'en fait, elles vont permettre d'une part d'infliger beaucoup de dégâts à l'adversaire, mais d'une autre part d'annuler la perte de points de vie de Yawgmoth. Yawgmoth, c'est une carte qui est très chère en points de vie parce qu'on va vraiment passer notre temps à utiliser sa capacité. Et c'est très important d'avoir une compensation. Et tous ces draineurs apportent une compensation. D'ailleurs, dans les draineurs, il y a une carte dont j'ai pas parlé, mais c'est un faux draineur en fait. C'est Death Greeter, ou celui qui accueille la mort en français. Donc certes, il va pas infliger de dégâts à l'adversaire, mais en fait, il va compenser la perte de points de vie de Yawgmoth. Ensuite, on a également les draineurs, comme je les appelle, à usage unique. Donc on en a deux. On a le Scorpion Barbelé. C'est une carte qui est excellente et qui n'a pas de défaut, si ce n'est que 1 d'attaque, ça va pas foutre une pression monumentale. On joue également le Marchand Gris d'Asphodel. C'est un slot qui est souvent discuté, mais en fait, il va permettre d'une part de finir les parties contre aggro et contre contrôle, et d'une autre part, en fait, elle est très intéressante pour les gens qui connaissent pas ma liste. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir épuisé les ressources de l'adversaire tout au long de la partie, et au moment où il s'y attendra le moins, il va se prendre un marchand d'asphodèle qui sera boosté aux hormones et qui va pouvoir drainer de 5, 6, 7, 8, même plus si on est foufou. C'est une carte qui va très bien fonctionner avec les cartes très colorées comme le Bloodghast, Ayara et compagnie. En revanche, c'est une carte qui reste quand même assez chère. 5 mana, c'est le bout du monde pour un deck assez agressif. On joue aussi des créatures à value. Donc dans ces créatures à value, on va jouer tout d'abord des générateurs de tokens, parce que qui dit créature dit pioche. Donc on va jouer le libérateur des cryptes. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est cette création de token qui va beaucoup nous aider dans Yawgmoth parce qu'on a besoin de beaucoup de créatures pour le faire fonctionner. Cette capacité de défausse qui est à la base une contrainte va devenir pour nous un avantage étant donné qu'on va pouvoir se défausser de nos cartes récursives qu'on veut récupérer plus tard. On va aussi jouer l'Ophiomancienne. C'est une 2-2 pour 3 qui va permettre de créer un jeton serpent 1-1 noir avec le contact mortel. C'est une capacité qui est déjà très intéressante contre les decks agressifs. Créer un jeton avec le contact mortel, ça permet de bloquer toutes les créatures du monde. En plus, l'Ophiomancienne combote très bien avec le général. C'est-à-dire que si Yawgmoth est sur table, on va pouvoir attendre l'unkeep de notre adversaire, on va passer tout son tour avec un serpent, et juste avant notre unkeep à nous, on va détruire notre serpent, enfin on va le sacrifier pour piocher une carte, et à notre unkeep à nous, on aura un nouveau serpent. Elle va nous permettre en fait de draw plus ou moins 2 par tour, quoi. On joue également le pion du Lamog. Alors c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de créer des tonnes de jetons pour sacrifier avec Yawgmoth ou pour accélérer en mana des menaces. On verra un peu plus tard, mais il y a également quelques combos avec ce pion du Lamog. Dans les autres créatures, à value, on va jouer l'Obscur Confident, le Faucheur de Minuit. L'Obscur Confident n'a pas de synergie particulière avec Yawgmoth, mais c'est une carte qui est auto-include dans tous les monos noirs. Le Faucheur de Minuit, lui, il est plus spécifique à Yawgmoth, étant donné qu'il va très bien marcher avec tous les effets d'Aristo, et il va permettre de piocher énormément de cartes. Et c'est exactement ce que le deck veut faire. Piocher énormément de cartes en faisant mourir des créatures. Je compte aussi Liliana, guérisseuse hérétique. Alors, quand on la flippe, elle va créer un jeton zombie de 2. Donc, c'est une très bonne capacité, étant donné qu'on va pouvoir en profiter directement avec Yawgmoth, ou alors en profiter directement en termes d'agression. De plus, ça devient un Planeswalker, et qui a 3 capacités. La première capacité, c'est un +2, qui dit qu'on va pouvoir faire défausser chaque joueur. Donc c'est une capacité qui est asymétrique étant donné qu'on va pouvoir faire défausser notre adversaire, mais nous, on va pouvoir défausser une créature récursive ou un land qu'on a pioché en trop. Sa deuxième capacité, c'est un -X, X étant le coût de loyauté qu'on va payer. Elle va permettre de remonter une créature non légendaire qu'on contrôle avec un coût converti de X. C'est une capacité très intéressante pour faire revenir des menaces ou pour faire revenir des bêtes à value. Elle va permettre en fait de s'adapter aux situations. Par exemple, faire revenir un faucheur de minuit, c'est tout à fait respectable, c'est excellent même. Et sa dernière capacité, qui est loin d'être anecdotique, c'est un -8, qui nous dit qu'on obtient un emblème qui dit qu'à chaque fois qu'une créature meurt, on va la retourner sur champ de bataille sous notre contrôle à la prochaine end step.
C'est exactement ce que le deck veut faire. Donc on en conviendra, arriver à un ultime, on le fait pas non plus tous les jours, mais ça arrive, notamment grâce à la capacité de prolifération de Yugmoth, qui peut créer des ultimes surprises. Ensuite, on va jouer également des créatures qui sont là juste pour l'agression et qui n'ont aucune synergie particulière avec Yugmoth. On va jouer le Chevalier de la Légion d'Ébène. Il a le bon goût de nous compter nous aussi parmi les joueurs ayant perdu des points de vie. Donc si on a perdu 4 points de vie avec Yugmoth, on va pouvoir mettre un marqueur sur lui. C'est une carte qui est très agressive, étant donné qu'au tour 3, ça devient une 4-5 pour 1. On va également jouer la Flibustière Voile Volante. C'est une carte que je trouve agressive, étant donné qu'elle va pouvoir nous protéger d'une vrasse. Une damnation, soleil accablant, tout ce qui va vrasser notre board. Ensuite, on va également jouer le Coptère de Contrebandier. On retrouve toujours cette synergie avec les créatures récursives qu'on va souvent vouloir défausser, tout en avançant dans notre deck. Mais surtout, étant donné que c'est une 3-3 avec le vol, pour vraiment pas cher, on va pouvoir coller des patates en début de partie. C'est très important de descendre les points de vie de l'adversaire en début de partie tant qu'il n'a pas encore développé son propre board ou son propre plan de jeu. Ça va nous permettre de garder l'adversaire à un certain nombre de points de vie jusqu'à le finir avec des drains. Régiseur pourrissant, c'est une carte qui a vraiment pour vocation à taper dans la tête. Voilà, elle a aucune autre vocation que ça. L'engeance du chaos, en gros, c'est un gros steak avec 2 capacités d'évasion qui va juste taper l'adversaire quand on en aura l'occasion et infliger des petits points de dégâts comme ça à l'adversaire à chacune de nos zones keep sans passer par le board, quoi. Et qui va pouvoir grossir en plus, étant donné qu'on va perdre beaucoup de points de vie. On va jouer quelques sacrifieurs. Donc quand Yawgmoth n'est pas là, on va avoir besoin d'autres créatures pour pouvoir activer nos effets d'aristo. On va jouer le Bouffeur de Charogne, la Voyante des Viscères, l'Enjambeur du Malheur, dont on a déjà parlé, et enfin, on va également jouer Turlupin. Il n'est pas vraiment au même niveau que les autres créatures à sacrifice, mais faut savoir que ça reste quand même très pratique de pouvoir sacrifier qu'une seule créature. On va également jouer parmi nos petites créatures des créatures qui vont foutre la misère à aggro. Donc on va avoir par exemple le Charognard Faucon de Vie. C'est une excellente carte, étant donné qu'elle va pouvoir bloquer très facilement le méchant joueur d'aggro d'en face. Il va permettre lui de son côté de mettre des patates pour remonter en vie, et le tout avec de l'évasion et avec style. On va aussi jouer Kalitas, qui dans la même veine en fait va permettre de rendre les boards complètement asymétriques, étant donné que ça va être un bloqueur qui va bloquer des petites bêtes qui vont être exilées, et nous, de notre côté, on va faire des tokens de 2 zombies. Enfin, on va également jouer peut-être le MVP parmi les anti-aggro, à savoir Ingénieur de Peste. Typiquement, c'est une carte qui va être excellente contre tous les decks tribaux. Il n'y en a pas des masses, je vous le concède, mais ça met la misère à Grenzo, et ça met la misère aussi à Winota. C'est 2 decks qu'il ne faut pas sous-estimer, qui ont fait leurs preuves et qui sont parfois présents. Mais évidemment, la carte n'est pas là que pour ça. Par exemple, contre Isamaru, on va pouvoir dire humain, et Isamaru va perdre la moitié de ses créatures. Il faut savoir que c'est aussi un très bon anti-Trunam Nemesis. Alors j'ai vu également dans ta liste que tu joues certaines cartes qui m'ont l'air d'être des cartes à combo. Est-ce que tu peux développer un peu plus les combos qu'il y a dans ce deck? Qu'est-ce que tu joues comme combo? On va jouer la Goule Bouchère et le Messager de Giralf. Alors, c'est une combo assez connue. Pour activer la combo, il nous faut notre général sur la table, la Goule Bouchère, le Messager. Mais il faut aussi qu'on ait autant de points de vie que notre adversaire, ou un de plus. Tout d'abord, on va sacrifier le Messager de Giralf avec la capacité de Yugmoth. Il va revenir sur champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Undying, c'est une capacité qui va complètement comboter avec Yugmoth. En fait, quand on a une créature Undying, on va pouvoir la faire mourir une première fois. Elle va revenir sur champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Et grâce à la capacité de Yugmoth, on va pouvoir sacrifier notre créature qu'on contrôle pour pouvoir mettre un marqueur -1/-1 sur la créature Undying. Ceci étant fait, les marqueurs +1/+1 et -1/-1 en fait vont s'annuler, ce qui va permettre en fait de resacrifier notre créature avec Undying pour pouvoir la faire revenir. Et la Goule Bouchère et le Messager de Giralf en fait vont faire une combo kill. Autre variante, on peut faire la même combo mais avec un de nos drains, donc Ayara, Blood Artist, Surrender de la Porte ou le Bastion. Alors là, dans ce cas-là, on peut avoir que 2 points de vie et notre adversaire 38, que la combo marcherait quand même.
étant donné qu'on va pouvoir le faire à l'infini sans se soucier de nos points de vie. On a une autre combo qui est avec le pion du Lamog. Donc on peut utiliser pour cette combo le messager de Giralf et le pion du Lamog. Le messager, le pion et Yogg-Saibou sur la table, on va pouvoir sacrifier notre messager. Et il va y avoir deux triggers. Tout d'abord, le premier trigger, ça va être l'Undying, donc notre messager va revenir sur le champ de bataille. Et le deuxième trigger, ça va être celui du Lamog, qui va permettre de faire pop un token. Avec ce token, on va pouvoir le sacrifier pour mettre un marqueur -1/-1 sur notre messager de Giralf. Ensuite, on va pouvoir resacrifier notre messager de Giralf, ce qui va faire pop un token. Ensuite, on va pouvoir sacrifier le token pour mettre un marqueur sur le messager. Et ça à l'infini. Enfin, à l'infini, pas vraiment, étant donné qu'il faut toujours garder en tête cette condition d'avoir autant de points de vie que l'adversaire, ou plus. Enfin, on peut faire la même combo, mais avec la goule bouchère et le pion du Lamog. Donc ça, cette combo, c'est exactement la même qu'avec le message Giralf, sauf que c'est pour piocher plus ou moins à l'infini, enfin, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de points de vie. Mais on peut également rajouter un drainer. Dans ce cas-là, ça devient une combo kill. Ensuite, on va passer aux cartes non créatures. D'abord, on va avoir de la discard. On va jouer Inquisition de Kozilek, Contrainte et Saisie des pensées. Ces cartes-là, généralement, quand on en joue une, on joue les trois, parce qu'elles sont indissociables. Elles vont être très efficaces dans tous les match-ups. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura toujours des cibles. Et quand on n'aura pas de cible, ça veut dire que l'adversaire aura plus grand chose en main en fait. Même contrainte peut être efficace dans les decks, contre les decks aggro, parce que généralement, un deck aggro c'est 70% de créatures, mais à côté il va avoir un peu de soutien. On va aussi jouer Brutalité collective et Imtu Torak. Alors, c'est des discards qui coûtent 2, mais qui sont toutes les deux excellentes à leur manière. Donc, Brutalité collective, ça fait tout en fait. C'est vraiment très versatile. Ça va nous permettre de servir d'anti-bet, de drain, tout en ayant la discard. La discard étant pour moi, je pense, le mode le plus important et le plus fréquent. Imtu Torak va vraiment punir les mulligans un peu greedy, ou sinon tout simplement faire défausser les meilleures cartes de notre adversaire pour un moindre coût. Ensuite, on va également jouer de la gestion. Donc, on parlait un petit peu du match-up aggro qui est plutôt favorable, mais pour ça, il faut aussi avoir de la gestion, parce que les marqueurs -1/-1, c'est pas suffisant. On va jouer Acte Cruel. Acte Cruel, c'était encore plus fort quand Rayane était encore dans le format, étant donné qu'on pouvait lui retirer ses 3 marqueurs afin qu'elle n'en laisse aucun, qu'elle ne puisse pas les rediriger. Poussée fatale, ça va permettre de gérer un elfe tour 1, Fatal Push étant probablement la meilleure gestion de notre pack. On va également jouer Soif de la chef de sang. C'est un rituel pour 1 mana. Ça va gérer tous les elfes, toutes les petites conneries qui existent. Et en Planeswalker, je vois que Vrenetix, qui est quand même relativement joué. Mais là où ce sort est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir le kicker pour 3 pour pouvoir gérer n'importe quelle créature ou n'importe quel Planeswalker. Ce deck a quand même pas mal de mal à gérer les Planeswalkers, et ce genre de carte en fait va permettre de pallier à ce problème. Dans les gestions, on va aussi jouer une Vrasse, à savoir Déluge Toxique. Donc Déluge Toxique, c'est assez contre-intuitif de jouer ça dans un deck qui joue beaucoup de créatures, mais c'est une carte que je joue dans Yawgmoth, étant donné que déjà elle va gérer très très bien True Name Nemesis, qui va être un peu qui est un peu un cauchemar contre des decks agressifs comme nous. Elle va aussi permettre de gérer des gros boards, par exemple contre Saskia, contre Anafenza, contre tous les decks un peu agressifs qui vont jouer des créatures plus grosses que les nôtres. Mais en plus, étant donné que notre général a quand même 4 points de vie, on va généralement pouvoir faire des toxiques déluges à 3 pour pouvoir vrasser tout le board tout en gardant notre général. C'est-à-dire qu'on va détruire toutes nos créatures, enfin sacrifier toutes nos créatures pour piocher, jouer notre toxique déluge, garder notre général, et ensuite pouvoir faire revenir nos créatures récursives un tour après sur le champ de bataille. On aura vrassé le board adverse, pioché énormément de cartes, et ensuite on va se refaire un board très facilement. Donc c'est pour ça que je joue Toxic Déluge. On va également jouer le JT. Je la compte un peu parmi les gestions, étant donné que c'est une carte qui va gagner toute seule face à aggro. Ensuite, on va également jouer les 2 Liliana à 3, donc à savoir Liliana du Dernier Espoir et Liliana du Voile. On va jouer Oubliette. C'est un enchantement qui dit que quand on arrive sur le champ de bataille, on va phase out une créature que l'adversaire contrôle. Je trouve cette carte beaucoup plus forte qu'un Oblivion Ring ou autre, parce qu'en fait, phase out, c'est un des rares mots-clés
qui ne va pas laisser le choix à l'adversaire de remettre son commandant en command zone. C'est une carte qui va être très efficace contre des généraux comme Kinan. Kinan va pas avoir beaucoup d'options pour pouvoir remettre son général dans la partie, étant donné qu'il va pas avoir beaucoup d'options pour pouvoir gérer Oubliette. C'est une carte qui va parfois être utile aussi contre Niv Mizzet. Niv Mizzet va avoir des cartes pour gérer Oubliette, mais il va falloir tourner autour en fait. Il va falloir attendre que Niv Mizzet utilise ces cartes-là, puis ensuite jouer Oubliette, et il va avoir peut-être après plus de mal à rejouer Niv. Oubliette, c'est une carte qui va punir les stratégies un peu généraux-centrées. Parmi les cartes non-créatures, on va avoir aussi un plan lock. On va jouer la carte Contamination. C'est une carte qui est absolument excellente contre tous les decks qui ne jouent pas noir, et encore plus contre les decks monocolores. Contamination va très bien fonctionner contre les decks qui ne jouent pas de cailloux et pas d'elfes. C'est une carte en fait qu'on va avoir très peu de mal à entretenir, étant donné qu'on aura souvent beaucoup de créatures à sacrifier, et notamment des créatures récursives. Et au pire, on peut toujours faire une contamination dans le vide, c'est-à-dire faire une contamination sans créature à sacrifier pour faire un time walk. C'est-à-dire que l'adversaire va juste passer son tour en attendant qu'on sacrifie notre compta. On va avoir un petit package réanimation. On va jouer sortir de terre, réanimation, éveil d'Agadim, mort vivante. Et animation des morts. Animation des morts en fait va également permettre de ramener notre général. C'est une stratégie qu'on va souvent adopter avec les sorts de réanimation. En late game en fait, Yugmoth va coûter assez cher. À partir de 2 fois on l'a casté, il va coûter quand même 8. Et 8 c'est pas donné. Donc quand c'est pas donné, on en profite pour le laisser au cimetière pour pouvoir le réanimer. Mort vivante en fait, elle fait partie des 2 cartes à 5 qu'on se permet de jouer avec le marchand gris d'Asphodel. D'ailleurs les 2 cartes combattent très très bien ensemble, étant donné que renvoyer 11 de dévotion sur champ de bataille, autant dire que ça finit une partie. Mais c'est vraiment les 2 finishers à 5 qu'on se permet de jouer. Au-delà, ça serait trop. Mais pour moi, la carte est tellement excellente qu'elle mérite vraiment son slot, étant donné que la synergie avec le sacrifice est vraiment très forte. Sacrifier nos bêtes en réponse à un Living Death, c'est vraiment excellent contre tous les match-ups. Même contre les match-ups aggro, en fait, c'est une semi-vrasse, étant donné qu'on va juste faire sacrifier toutes les bêtes de l'adversaire. Il y a aussi quelques petites cartes dont on n'a pas parlé, qui sont un petit peu à part. Parmi ces cartes, il y a Pince-Crâne, Âpre-Fleur. La carte fonctionne d'ailleurs très bien avec Pince-Crâne dont on vient de parler, à savoir que chaque tour, on va pouvoir équiper nos petites fées pour pouvoir les faire mourir et piocher plein de cartes. La carte est vraiment excellente dans tout ce qu'elle fait. Elle permet de mettre des petites créatures avec le vol pour attaquer en early, et ensuite pouvoir faire un maximum de value en late game. On va enfin jouer quelques petites cartes d'accélération de mana. Parmi ces cartes, en fait, on va jouer Médaillon de Jet. On va aussi jouer Messe Noire. Outre les sorties des builds, ça nous permet de développer encore plus de board, d'accélérer des plays, ça permet de rejouer notre général en late game. C'est une carte qui est jamais perdue en fait, qui est toujours très agréable à voir, mais en main de départ, on va pas se mentir, c'est quand même mieux. Et pour ce qui est de la base de mana, ton deck, il est constitué de quoi du coup? Alors la mana base, elle est relativement simple. On va jouer 27 marais, Urborg, mais aussi le lac de la mort. Le lac de la mort, c'est un peu la raison pour laquelle on joue autant de marais. Ça va permettre en fait de fausser les calculs et de créer des sorties beaucoup trop débiles. On va aussi jouer Nykthos. C'est assez efficace dans le deck, étant donné que c'est pas un tap-land. Donc dans tous les cas, elle pourra toujours faire son petit incolore. Mais si jamais on a réussi à poser par exemple un Bloodghast plus une Aera, et ben elle fera un mana de plus que ce qu'elle devrait faire. C'est relativement facile à faire sans avoir une contrainte monstrueuse. La seule contrainte étant que c'est de l'incolore. On va aussi jouer la tour Phyrexiane. C'est une carte qui est complètement synergique avec le reste du deck et qui fait du mana en plus. Donc que demande le peuple? On va jouer les 5 Fetchland. Les Fetchland synergisent très bien avec le Bloodghast. C'est-à-dire que si on a Bloodghast plus Yawgmoth sur la table, on va pouvoir sacrifier une première fois notre Bloodghast, poser un Fetchland. Le Bloodghast va revenir, le resacrifier pour draw, fetcher pour aller chercher un marais, ce qui va faire revenir encore une fois le Bloodghast, et on va pouvoir encore le resacrifier pour piocher. Donc un Fetchland, c'est potentiellement 3 draws en un tour. Les Fetchland ont également activé la révolte de Fatal Push. C'est un argument qui est très important, étant donné qu'on va relativement souvent avoir besoin de tuer une bête qui a plus de 2 mana. On va aussi jouer Blast Zone. C'est
la seule carte de notre deck qui peut gérer les artefacts et les enchantements. C'est une carte qui va pouvoir gérer des planeswalkers chiants qu'on n'aura pas réussi à gérer. Donc c'est vraiment une excellente carte qui va pallier à beaucoup de problèmes de notre deck, à savoir gérer des permanents que Noir ne peut pas gérer d'habitude. Bojuka-Bog, c'est une carte qui est très efficace étant donné qu'elle va bloquer tous les jeux jouant avec le cimetière. Par exemple, Kess, Croxa, c'est une carte qui a pour seul désavantage d'arriver engagée. On se permet un tap-land et c'est Bojuka-Bog. Ok, bah là on a vu un peu le gros de ton paquet, vraiment très très gros d'ailleurs, hein, t'as bien développé toutes tes cartes. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu des match-ups du deck? Contre quoi il est un peu mieux plus fort et contre quoi du coup il est un peu moins fort? Bien sûr. Alors, Yawgmoth, en fait, c'est un deck qui a un bon match-up contre la plupart des decks agressifs. Ça va être fort un petit peu contre tous les decks mono verts. Tous les decks mono verts qui jouent des petites bêtes. Il y en a plus beaucoup, mais quand il y en avait, c'était fort. Ça va également avoir un très bon match-up contre Karizev. C'est un deck qui a aussi un bon match-up contre les decks mono bleus. Parce que les decks mono bleus, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'exiler nos bêtes. Ils vont plutôt utiliser des boons. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Yawgmoth qui joue beaucoup de petites créatures. C'est un deck qui va avoir un excellent match-up contre. Enfin, un très bon match-up du moins contre Isamaru. Contre tous les Winnie White, de manière générale, que ce soit Isamaru ou Talia. Étant donné que notre général, on le rappelle, a la protection contre les humains et qui met des marqueurs -1/-1. Donc ça passe à travers l'indestructible et c'est très important contre les decks blancs. C'est un deck qui va avoir également des très bons match-ups face aux decks, par exemple comme Saskia. C'est un plutôt bon match-up contre Adeliz. C'est aussi un deck qui a un plutôt bon match-up contre Aminatou, bizarrement. Étant donné qu'Aminatou, en fait, c'est un deck qui joue pas beaucoup de contre et qui va nous laisser un peu faire le bordel. En revanche, le deck va un peu plus souffrir contre les decks qui vont qui vont faire plus de value que Yawgmoth. C'est un deck qui va souffrir contre Niv Mizzet. Parce que nous, on aura beau faire des tonnes de value, on va pas se mentir, Niv Mizzet, ça fait toute la value du monde. La carte, elle arrive, elle pioche 6. Nous, on fait moins le malin. Surtout que avec une 6-6 pour 6, enfin une 6-6 même pour 5, nos marqueurs -1/-1, ils vont pas changer grand chose. Et si on n'a pas une gestion, bah, ça va vite être compliqué. En revanche, ce qu'il faut savoir avec Yawgmoth, c'est qu'il n'y a pas de match-up imprenable. Et ça, c'est plutôt cool. Faut savoir que toutes les parties se jouent et qu'il y a rarement des parties qui sont complètement gagnées ou perdues d'avance. C'est toujours quelque chose de très sympathique avec Yawgmoth. C'est pour ça que quand on parle des match-up et tout, c'est un sujet plus ou moins délicat parce que finalement, peu importe le match-up, on peut toujours jouer la game et on peut toujours essayer de renverser la partie en notre faveur. Et c'est ça qui est génial avec ce deck. Alors comme tu le sais aussi, hein, le Duel Commander c'est quand même des cartes qui commencent à coûter un petit peu cher et j'aime bien toujours avoir une petite section budget dans les présentations de deck. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pour Venser et ça c'était hyper cool de la part de H d'apporter des solutions. Toi du coup avec Yawgmoth, quelles solutions tu peux apporter aux gens qui ont envie de jouer ce deck mais qui ne peuvent pas s'acheter des cartes comme Contamination ou comme Aprofleur? Quelles solutions tu leur proposes pour éviter justement de jouer ces cartes là et de jouer des cartes qui sont du coup un petit peu plus budget mais qui ne ternissent pas non plus le plan du deck? Oui, bien sûr, Yawgmoth, il faut savoir que c'est un deck qui s'adapte vraiment très facilement, selon le budget, selon le méta local, et donc du coup on peut proposer quelques alternatives. Par exemple, faut savoir que Contamination, c'est une carte qui est en train de spike en fait. C'est-à-dire qu'elle est en train de gonfler en prix très rapidement et de manière incontrôlée. Donc pour les nouveaux joueurs qui ne veulent pas investir 50-60 euros dans Contamination, on peut la remplacer par exemple par Convulsion cérébrale. Pourquoi ce choix de carte? Parce qu'en fait, il n'y a pas de carte aussi bonne que Contamination dans ce qu'elle fait, mais on peut la remplacer par une carte qui, d'une autre façon, va un peu lock l'adversaire. Par exemple, une convulsion cérébrale qui va faire défausser 3 cartes au hasard, ça peut parfois être autant violent, si ce n'est plus, qu'une contamination. Le médaillon de jet, on peut le remplacer par une espèce de clone qui coûte un peu plus cher, à savoir le monument de Bontu. C'est un poil moins fort que le médaillon de jet, étant donné que le monument de Bontu ne va pas réduire le coût de nos sorts, mais elle a ce petit avantage de drainer. Et on adore drainer dans le pack.
Pour ce qui est d'Âprefleur, on va pouvoir la remplacer par Invasion de la Horde de l'Effroi. C'est-à-dire qu'à la place de créer plein de 1-1, on va créer une 1-1 qui va prendre des marqueurs à chaque tour. Mais dans Yawgmoth, on va trouver le moyen de la sacrifier entre-temps, pour pouvoir créer d'autres tokens. Après, on va aussi avoir tout ce shell anti-aggro, à savoir Toxic Déluge, les deux Liliana qui coûtent cher aussi, Obscur Confident, Qualitas. On a quand même pas mal d'options pour les remplacer. Je pense au Berger du Cauchemar, les Terriens doués. On peut rentrer Éliminé, Cavalier Meurtrière, l'Augure Mort-Vivant. On peut également rentrer un autre accélérateur de mana, à savoir le Tambour de Sautefeuille. On peut aussi jouer le Révocateur Phyrexian. La Sortilège Vampire. Tout ça, c'est des cartes qui sont excellentes et qui peuvent être jouées en termes budget, étant donné qu'elles coûtent 1 euro ou moins, quoi. Donc ce sont toutes des options qui sont vraiment valables et qui peuvent complètement remplacer les cartes dont on a parlé initialement. Pour ce qui est de la mana base, il faut savoir que les 5 fetchlands sont très forts pour Bloodghast et pour activer la révolte de Fatal Push, mais vous pouvez les remplacer par 5 marais. C'est pas très grave, ça vous handicapera un tout petit peu pour quelques situations, mais 5 marais c'est très bien aussi, il faut le savoir. On peut aussi remplacer Urborg par un marais, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de Tour Phyrexian et Nykthos, c'est un peu plus dommage, mais à la limite, on peut les remplacer par d'autres terrains utilitaires, comme par exemple Quartier Fantôme et Champ de Ruines, par exemple, pour partir sur une optique un peu plus gérer des terrains embêtants. On peut aussi envisager Veine de Cristal, qui est un excellent terrain qui permet d'accélérer Yawgmoth. Alors pour la petite histoire, on enregistre avant la sortie de Strixhaven, mais maintenant que Strixhaven est bien sorti et qu'on a toutes les cartes et ils sont déjà fait plaisir, toi, qu'est-ce que tu as vu dans Strixhaven qui pourrait t'intéresser et qui pourrait être très intéressant à mettre dans Yawgmoth, justement? Eh ben écoute, malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose dans Strixhaven, mais il y a quand même une carte particulièrement qui m'a un peu frappé. C'est l'envoûteuse de Turbejon. Alors en fait, l'envoûteuse de Turbejon, je la trouve très intéressante parce qu'elle fait tout ce que veut faire le pack. À savoir une créature qui est chiante à gérer grâce à la parade, qui a une capacité d'évasion, la menace, et qui peut créer du board grâce à sa capacité de sorcellerie. Si on la joue et qu'elle est gérée, elle aura fait perdre au moins ses 3 points de vie à l'adversaire. Ça veut dire qu'elle aura quand même fait son petit taf, parce que faire perdre des points de vie à l'adversaire, c'est déjà cool. Et si elle reste sur le board, et ben là on va pouvoir créer des tonnes de jetons pour pouvoir les sacrifier avec Yawgmoth et piocher un maximum de cartes. Donc la carte fait de la value, elle a de l'évasion, on aime ça. Alors je pense que les bans sont plutôt en la faveur de Yawgmoth, étant donné que c'est un deck qui avait assez de mal contre les partenaires. Le principal problème que posait Partner à Yawgmoth, c'est que ce deck n'aime pas les decks qui font plus de value que lui. Et en fait, Partner, ça permettait d'avoir 2 commandants et donc un petit avantage de value en commençant la partie. C'est quelque chose que Yawgmoth aimait que moyennement. En revanche, là où c'est un petit peu dommage, c'est que Yawgmoth était un des rares decks à avoir un plutôt bon match-up face à Rograk Kellet. Je pense que les bans ont été plutôt favorables, vont être plutôt favorables au développement de Yawgmoth. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci encore, El Nico, d'être passé pour justement venir nous présenter ce deck. Tu as parfaitement représenté l'esprit du noir d'une part et de Yawgmoth d'autre part dans ton deck, donc ça c'est hyper cool. Je te remercie d'avoir vraiment bien tout détaillé, que ce soit au niveau des cartes, le choix des cartes et le choix aussi des combos, et aussi bien sûr la partie budget. Ça a été un plaisir de t'avoir et de t'écouter tout au long de cette deck tech. Bah écoute, j'ai adoré, hein, ça a été un plaisir. Et puis c'est toujours un plaisir de faire découvrir ce deck au plus grand nombre parce que c'est un deck qui est très agréable à jouer et qui peut se jouer autant par des débutants que par des compétiteurs un peu plus hardcore qui aiment le challenge. Et du coup, si des gens ont envie de discuter avec toi sur cette deck tech justement, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, El Nico? Et ben écoutez, vous pouvez me retrouver majoritairement sur le Discord Magic Biquette, sur lequel je suis assez présent, notamment sur le chan Yuxebull, qui est dédié justement à ce général. Je parle pas mal avec pas mal de gens sur ce channel, où on échange tous des idées qui sont toutes intéressantes et pertinentes. À part ça, je suis pas vraiment disponible ailleurs. Cela dit, si vous pouvez me retrouver, pourquoi pas de temps en temps sur le channel, sur le Discord des Chroniques du Commandeur, où il y a également un channel Yuxebull qui a été ouvert,
Il n'est pas super actif, mais bon, je compte sur vous pour le rendre un peu plus actif et je ferai un plaisir de discuter avec vous, avec d'autres membres également fervents du pack, fervents défenseurs du pack. Bon bah voilà, maintenant vous savez tout, vous avez la deck tech plus le lieu si vous avez besoin d'avoir d'autres explications. Je te remercie encore El Nico, encore une fois c'était top de t'avoir, j'espère que tu as apprécié l'exercice. Eh ben, merci beaucoup à toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, invite-moi quand tu veux, j'adore squatter. Ça j'y manquerai pas, tu peux me croire. En attendant, bah, si vous avez aimé cette deck tech, lâchez un petit pouce bleu pour nous faire signaler. N'hésitez pas aussi à mettre en description si vous avez des questions sur le deck ou si, voilà, si vous avez des remarques à faire sur, sur ce type de contenu. En attendant, nous, on va se laisser, on va se retrouver pour une prochaine fois pour une nouvelle deck tech et on va finir cette fois-ci les catégories monochrome, je l'espère. Et on pourra passer bientôt au bicolore du coup. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook ou Twitter, le Discord si vous avez des questions, si vous avez envie de venir jouer avec nous parler de vos decks. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube et sur Twitch, pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos petites vidéos que l'on sort, comme celle-ci, le mercredi par exemple. Merci encore à tous, et on vous dit à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Salut!